Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo, à une séquence qui est quand même assez parlée sur les réseaux sociaux et également dans l'actualité. Alors, c'est une séquence dans laquelle on voit Jean-Luc Mélenchon et un chroniqueur donc de cette émission, Les Grandes Gueules, Charles Consigny, s'échapper sur une question très essentielle et très importante qui nous concerne toutes et tous, bien évidemment, sur la question du financement en France, sur la question de la manière dont on a imposé et aussi du déclassement de la France à l'échelle européenne et mondiale. Avant de continuer, abonnez-vous, likez et partagez massivement cette vidéo et on va analyser et voir surtout ce qui n'a pas véritablement été dit d'une certaine manière, parce que je pense qu'il y a quand même encore des trucs à redire là-dessus. C'est d'où pourquoi je fais cette intervention. Donc abonnez-vous, likez, ça ne coûte rien et commençons tout de suite le sujet de la vidéo. Vous savez que je vous respecte, je respecte votre intelligence, votre Merci, monsieur. culture, Aïe, aïe, aïe. un certain Aïe, humour. aïe, 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 aïe. Et je partage pour partie votre diagnostic. Je pense effectivement qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire. Mais moi, je pense que celui qui va faire la révolution, c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Nicolas. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Nicolas, c'est les 10% de Français qui payent 70% de l'impôt sur le revenu. Nicolas, c'est les 30% de Français qui financent l'intégralité du système social. Nicolas, c'est celui pour qui 17 heures, c'est à peu près le milieu de la journée ou au moins de l'après-midi, pendant que beaucoup de gens sont déjà rentrés chez eux depuis longtemps. Nicolas, c'est effectivement celui qui travaille plus que les autres, qui essaye de gagner effectivement parfois un peu plus, qui refuse le système soviétique que vous défendez. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que celui qui est vraiment appauvri en France, c'est pas l'État. C'est pas l'État qui continue à payer des chauffeurs, des logements de fonction, 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros. 500 millions d'euros encore. 500 millions d'euros encore annoncés pour la filière musicale. Non, ça c'est pas l'État qui paye ici. Ah ouais, c'est inhabituel pour vous. Bon, déjà, ça commence très bien. Vous voyez bien que donc le chroniqueur Charles Consigny vient de dresser le portrait robot du français moyen, de la personne sur qui repose quasiment les plus de 70% de charges, de taxes en France. Je suis en partie d'accord avec son analyse et je vous donnerai avec plus de détails, bien sûr, mes préoccupations sur ce personnage de Nicolas, parce que d'une part, Nicolas, il a raison d'être frustré du fait de payer tout. Donc que ce soit l'impôt sur le revenu, le fait de payer quasiment les contraventions, bref, avec bien sûr une certaine forme de taxe très lourde constamment surtout, et pour les autres. C'est ça qui est vraiment très fâcheuse dans cette histoire, c'est que dans le Nicolas là on retrouve bel et bien la classe moyenne sur laquelle repose quasiment tout. Et en France tout particulièrement, on dit toujours que soit vous êtes, alors pour bénéficier, pour vous en sortir ou pour traverser, enfin pour passer en dessous des mailles du filet, c'est que soit vous êtes très pauvre ou soit vous êtes très riche. Dans les deux cas-là, vous tirez votre épingle du jeu. Pourquoi? Parce que l'État ne viendra jamais vous emmerder. Lorsque vous êtes très pauvre, on peut pas faire de saisie sur salaire. L'État ne peut pas envoyer directement SADT à ton entreprise parce que vous êtes très pauvre. Donc vous touchez les aides, etc. Et de l'autre côté, vous êtes, si vous êtes très riche, vous avez donc forcément à votre disposition toute l'armada, toute la manière de défiscaliser. Je crois que certains appellent ça le fait de pouvoir faire des mécanismes en fait d'optimisation fiscale. Mais dans les deux cas, vous voyez bien que dans ces situations-là, donc soit vous êtes très pauvre, ou soit vous êtes très riche, vous vous en sortez par rapport à l'État. Alors que lorsque vous êtes au milieu, donc la classe moyenne, l'État a tout son appareil de répression pour pouvoir vous appuyer, pour pouvoir vous faire payer en fait ce que les deux autres parties, les deux autres camps ne fuient en fait quelque part. Et c'est vraiment ce qui est sauf que ça fonctionnait plus ou moins jusqu'ici. Le problème c'est que
pour plusieurs raisons, et je vais pouvoir vous en donner quelques raisons là tout de suite. C'est que la France aujourd'hui, on le voit très bien, n'a plus les moyens de sa politique et a subi un déclassement parce que également le monde devient de plus en plus global, la globalisation. Déjà ces raisons-là et aussi les dépendances ou sa souveraineté remise de plus en plus en cause avec les accords au sein de l'Union européenne. Tout cela déjà en partie fait déjà que la France aujourd'hui n'est plus maître de sa politique et donc de son financement. Et je rajoute en prime, et qui est pour moi la raison, si ce n'est véritablement la clé de voûte, c'est la dépense publique de l'État. Avant de continuer de pouvoir tout mettre en perspective, suivons ce qui Charles Consigny a rajouté, et après peut-être ce que Mélenchon va dire là-dessus, on va réagir. Mais déjà avec ce que je viens de vous dire là, vous avez déjà un bon panorama de ce qui est représentatif de la situation française, de la raison pour laquelle ce Nicolas-là, le gilet jaune, vous voyez bien, effectivement, on a eu ce soulèvement-là, c'était déjà, c'est une partie de Nicolas. Et je précise que Nicolas, pour moi, commet aussi une erreur. Il y a, bien évidemment, si on n'est pas encore à une situation de révolution, c'est parce que ce Nicolas, également, a des carences ou ne comprend pas réellement tout le sujet. C'est ce qui sera intéressant de suivre par la suite. Vous. Non, désolé. non, non. Eh oui, désolé. Non. Ici, c'est de l'argent privé. C'est l'État qui paye, parce que vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce que sont les aides à la presse. Hein, oui, je suis pas sûr que les radios perçoivent des aides à la presse. Bon, allez, vas-y, continue. Tout va mal et un pauvre gars, et vous parlez en son nom. Vous êtes parlé au tutoiement, il n'y a pas de problème, on peut se tutoyer sans difficulté. Que répondez-vous à Moi, Nicolas? ce que je vous dis, c'est que celui qui s'est appauvri en France, ça n'est pas l'État, c'est Nicolas. Et Nicolas, il va finir effectivement par s'énerver. Alors, qu'est-ce qu'on répond à Nicolas qui paye tout? Non, bon, alors on va... Je ne sais pas si ce personnage existe, mais vous abusez. Parce que, alors, il y aurait d'un côté une ou deux personnes... Il y a des Nicolas dans la salle. Mais je le connais... Non, mais attendez, je le connais pas, le Nicolas, c'est pour ça. Nicolas. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, c'est pas... Nicolas. Bon, il n'avait pas encore compris que Nicolas donc était un portrait robot du français lambda et sur qui repose toutes les charges de l'État, enfin pour la majorité de la population. C'est comme vous voyez la fameuse courbe de Gauss en fait, donc qui commence par le bas avec un sommet et puis qui redescend, la gaussienne. Et Nicolas est vraiment centré au milieu en fait, donc il occupe vraiment cet espace où l'État a tout moyen pour pouvoir venir prendre de l'argent. Et tandis que les deux autres camps, les plus pauvres et les plus riches sont aux extrémités, donc très très éloignés. Alors, monsieur Mélenchon, non, mais attendez, monsieur Contigny, excusez-moi d'abord de vous avoir tutoyé, et deuxièmement, non, mais je croyais que vous parliez de quelqu'un en particulier. Alors, à madame, elle dit c'est moi. Je me dis, non, mais elle, c'est Nicole, c'est pas Nicolas. Aujourd'hui, tout est possible là-dessus. C'est un personnage moyen. Alors, un personnage si c'est ça qu'on veut dire, c'est le français moyen. Vous avez dit, c'est pas l'État qui s'est appauvri, je vous dis, l'État s'est appauvri, et les Français se sont appauvris en masse. C'est-à-dire que pour la... Je ne sais pas si quand il dit l'État s'est appauvri, on parle de quoi véritablement, parce que lorsqu'on prend l'État dans ce qu'on appelle le millefeuille administratif, le fait que aujourd'hui, enfin même en tant qu'entrepreneur, je prends toujours cette situation parce que je l'ai vécu. Pour monter une boîte en France, je vais pas répéter ce qui a déjà été répété, ce qui a déjà été dit, ce qui est vécu par la plupart des entrepreneurs en France, c'est que pour créer une boîte, dès le moment où vous avez déjà votre extrait cabis, tout de suite, l'État vient cogner à votre porte et nous, on veut de l'argent. Vous remplissez des formulaires CFA, vous comprenez même pas souvent certaines cases, en fait, à quoi ça sert et pourquoi, en fait. Outre cela, vous avez également, même en tant que salarié lambda au quotidien, vous payez déjà une taxe à la source, voilà. Mais sauf que derrière, vous voyez bien qu'au quotidien, on vous fait chier, excusez-moi du terme, mais c'est un peu le cas. Et de plus en plus, c'est ça en fait. Même pour conduire votre voiture, vous voyez tout de suite sur Paris, c'est impossible à conduire parce qu'on vous met maintenant des pistes cyclables écolo à tout bout de champ.
Je suis pas contre l'écologie en soi, mais vous voyez bien que Paris est toujours en chantier, il y a toujours des travaux, et il y a toujours des routes barrées, il y a toujours des déviations sur l'autoroute, sur le périph', etc., etc., diminution de la vitesse. Bref, c'est invivable, mais toujours, toujours est-il que derrière, on vous demande de payer. Et si vous payez pas à temps, on fait des saisies sur salaire et votre quotidien est rendu quasiment invivable. Bref, continuons la vidéo et voyons ce qu'il va dire, répondre bien sûr à Charles Consigny. La première fois de notre histoire, la tendance qui était jusque-là, après la guerre, petit à petit, d'une génération à l'autre, ça s'améliorait. Moi, je viens d'une famille populaire et je représentais le progrès dans la famille parce que j'ai eu le bac, parce que j'ai eu d'autres diplômes après. Et ça s'est inversé. Alors, tout le monde continue à bosser beaucoup, y compris le niveau d'éducation s'est élevé considérablement, mais les gens se sont appauvris. C'est une Pourquoi certitude. la France régresse ainsi? On en est à 10 millions. Bonne question. Là, on vient. Mais on en est à 10 millions de pauvres. D'accord? Donc, je vais pas vous dire que ça n'existe pas. Et en effet, tout le monde paye et paye beaucoup. Mais On n'a jamais dépensé autant d'argent public. non, ça, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui paye. Non, non, non. 57% du Vous PIB, avez raison, c'est pas tout le beaucoup quand monde même. qui paye. Non, non, mais écoutez, On n'a jamais dépensé autant d'argent public et c'est pas tout le monde qui paye. Donc, c'est pas tout le monde qui paye. Vous avez mon explication. C'est soit vous êtes très très pauvre, soit vous êtes très très riche. Dans les deux cas-là, vous êtes très bien parti, entre guillemets, pour ne pas se faire taxer par l'État. Je vais expliquer pourquoi. Ou la dépense publique également, on n'en a jamais dépensé autant. Vous prenez par exemple le nombre de députés à l'Assemblée nationale, on en a plus de 500. Je crois à peu près de mémoire, 577. Mais ramener cela à un pays comme la France, c'est aberrant. Quand on regarde par exemple les États-Unis où il y en a moins de 100 sénateurs au Capitole, à peu près. Mais en France, vous voyez plus de 577 personnes. En plus de ça, des avantages, des cumuls de mandats, des scandales derrière à répétition, et les mêmes politiciens, les mêmes personnes qui viennent toujours de mandat en mandat se présenter. C'est ça en fait qui est révoltant, et je pense que de plus en plus, c'est ce qui fait que les Français n'arrivent plus à faire confiance à la classe politique, quel que soit le bord politique, gauche, droite, extrême, centre, tout ce que vous voulez. Bref, continuons le sujet de la vidéo. essayez de tempérer votre jugement, même si vous êtes de parti pris, mais essayez de voir comment les choses se dessinent. Pour que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne, c'est-à-dire ça tourne. Il faut qu'il y ait de l'activité, du boulot, des choses à produire. Et pour qu'il y ait des choses à produire, il faut qu'il y ait des gens qui puissent les acheter. Si vous appauvrissez les gens progressivement, ils ne peuvent pas acheter. Donc il n'y a pas de création d'emplois. Et c'est reparti pour le chômage dans notre pays. Et progressivement, tout le monde s'appauvrit. Donc il faut augmenter les salaires. Alors, il faut augmenter les salaires. Mais c'est très bien beau ce qu'il dit Mélenchon de manière dans l'abstraction. Alors pour que ça tourne, mais il faudra aussi que l'État fait en sorte ou crée les conditions pour que ça tourne en fait. Donc pour la création d'emplois, par exemple les entrepreneurs qui veulent lancer des business, donner la possibilité à ces personnes-là d'aller beaucoup plus vite, même si ces personnes in fine n'y arrivent pas à concrétiser le projet. Ça leur permettra de pivoter, de passer à un autre projet beaucoup plus innovant et qui pourrait avoir le potentiel de réussir. Mais si déjà dès le départ, quel que soit le projet que vous souhaitez lancer, vous voyez tout de suite taxé, vous n'avez même pas encore fait de chiffre d'affaires et en plus de cela, on vous taxe très rapidement, ça ne vous donne pas envie, pas du tout. Et sachant que, comme je le dis, on vit de plus en plus dans un monde global, avec la globalisation. Aujourd'hui, si ça ne marche pas en France, vous pouvez aller en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Donc, vous n'avez plus intérêt comme à l'époque où aujourd'hui vous savez qu'avec l'information, vous pouvez vous délocaliser. Donc, vous n'avez plus intérêt à rester en France dans ce genre de conditions. Voilà aussi l'une des raisons pour lesquelles l'État ne crée pas, ne met pas en place les conditions qui feraient que les entrepreneurs, par exemple, pourraient aller rapidement. Et il n'y a pas de création d'emplois, de production, tout ce que vous voulez, augmenter les salaires, sans les entrepreneurs, sans les grandes entreprises qui jouent également le jeu. On ne parle pas également aussi de certaines des grandes entreprises qui ne payent quasiment pas comparé à leur taille et à leur chiffre d'affaires.
ce qu'elle devrait payer. C'est aussi quelque chose que, alors moi, ça rentre dans la deuxième catégorie des personnes pour qui l'État n'a aucun moyen de répression, parce que ces personnes ont des avocats fiscalistes capables d'échapper à l'imposition de l'État. Donc les plus riches et extra. Mais d'abord, disons les choses qui font pas plaisir. Ceux qui ont beaucoup Mais vont... qui? Enfin, franchement, vous demandez qui? Bah oui, je demande qui. Les fortunes de ce pays ont été multipliées par 2. Bah oui, mais enfin, on va... Non, mais bon, alors... Tant mieux, bravo pour eux. Mais non, Ah mais, bon mais vous croyez que ça vient d'où, leur fortune, que ça leur tombe du mais ciel? ça, c'est pas fait sur nos dos, c'est Mais parce bien que sûr ce sont que des si. entrepreneurs Ah oui, qui investissent les et entrepreneurs, qui créent de l'emploi et voilà. des richesses. Alors, vous les mettez tous dans le même sac. Non. Moi, je vais vous dire une chose. C'est aussi une conception française qui est tabou. C'est que quand vous gagnez de l'argent ou que vous voulez gagner de l'argent, vous êtes mal vu. Alors, je pense que je veux pas rentrer dans les considérations de culture, on le sait déjà très bien d'où est-ce que cette idée vient. Mais aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner avec cette mentalité-là. En quelque sorte, il faudrait la nuancer. Parce que quand on regarde surtout la manière dont en France, même si vous n'êtes pas riche, mais que vous souhaitez simplement vous lancer dans un business, une fois de plus, même en tant que petit patron ou propriétaire, vous êtes mal vu. Alors que vous ne gagnez pas autant. Vous essayez simplement de vous en sortir. Et ça aussi, je pense que cette mentalité, elle doit être remise en cause d'une certaine manière, parce que ça n'empêche pas, je précise bien, aujourd'hui, le monde est global. Donc et au quotidien, on le voit très bien. Si vous n'avez pas de moyens de subsistance, d'argent, vous ne pourrez pas mener un certain type de projet. Et vous souhaitez également vivre mieux pour vos enfants, pour votre famille. Et si l'État déjà vous pointe du doigt alors que vous n'avez même pas encore gagné de l'argent, vous voyez bien que demain, si vous êtes millionnaire ou même ayant une vie à peu près confortable, vous allez vous remettre en cause et vous remettre en cause parce que cet État ne vous verra pas d'un très bon œil. Et forcément, donc, je pense que de manière, c'est ce qui s'observe de plus en plus, les gens quittent la France. Une bonne partie auparavant, c'était véritablement les personnes qui avaient des moyens, mais sauf qu'aujourd'hui, on constate que les gens sont prêts à prendre des risques pour quitter la France, pour échapper justement à tout ce que je viens de vous dire. Avec les aides qu'on a données aux entreprises, je prends toujours les 30 ans parce que ça me paraît il y en a pour 3 000 milliards de dettes aujourd'hui, on est d'accord? C'est ça, 3 000 oui. milliards de dettes. Eh ben, avec ça, l'État avait de quoi s'acheter tout le CAC 40. Ce sont des aides qu'on a jetées comme de l'eau dans du sable. Il fallait Ça n'a nationaliser servi le CAC à rien. 40? Non, mais bon, il fallait pas donner obliger. des aides. Écoutez, quel a été le sens de supprimer des cotisations sociales pour des tas de catégories d'emplois? Le résultat, c'est que c'est les autres qui les payent. Si, par exemple, vous appauvrissez les gens, eh ben, ils vont tomber en dessous du seuil de l'impôt sur le revenu. Et même si c'est pas l'impôt sur le revenu qui rapporte le plus, ça rentre pas dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, de quoi on parle? On dit il y a un problème à la sécurité sociale, parce que faire peur, c'est toujours le grand truc des gens qui sont au pouvoir. Et comment on va le régler avec une TVA sociale? Mais bon sang, je vous avais prévenu à la campagne présidentielle, et monsieur Truc, là, comment il s'appelle, le ministre qui a été pendant tant d'années le ministre des Finances, là. Bruno Le Maire. Voilà. Monsieur Bruno Le Maire disait, oui, mais Mélenchon, il invente. Eh ben, vous y voilà rendu. Si vous avez la TVA, dans ce pays, tout le monde paye des impôts. Mais la TVA, c'est l'impôt le plus cruel, celui qui rapporte le plus et qui coûte le plus aux plus pauvres, parce que ça représente une part de leur salaire qui est bien plus considérable. Oui, mais dans votre équation... Alors, il faut au moins qu'on s'accorde, comme je le dis, hein, je n'ai pas de parti pris. J'essaie d'analyser à peu près les choses avec un certain recul. Là, au moins, il a raison sur une chose, sur la TVA. La TVA en France est un impôt insidieux. C'est quelque chose que on s'en rend pas compte, mais c'est cruel. La TVA, pour moi, devrait être supprimée. Je le dis et je l'assume. La TVA, je précise ce point bien particulier, la TVA devrait être supprimée. Pourquoi? Bien évidemment, avec tous les autres prélèvements que l'on a déjà, la TVA ne devrait plus exister. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec cette suppression, si jamais elle a eu lieu? C'est que si on supprime la TVA, donc ça fera entrer plus d'argent dans la caisse. Mais maintenant, encore faudrait-il avoir des politiques
de bonne moralité, de probité, d'accord? Je pense que c'est un peu très très rare ce que je dis, mais toujours est-il que si on admet que, admettons, hein, donc on fait un raisonnement par la pensée, on supprime la TVA, donc on a les bons politiques qui viendront mettre sur pied un mécanisme pour pouvoir. Alors, première chose, est-ce que la France voudrait garder son modèle social actuel? Enfin, qui a toujours été là, le modèle de financement et des aides sociales, la CAF et tout le reste. Si on part de ce principe-là, pour que ce modèle puisse continuer à perdurer, vous ne pourrez pas conserver les deux en même temps. Ce modèle-là, je pense que les Français sont encore attachés pour la plupart à ce modèle et les politiciens ont compris qu'il ne fallait pas toucher à ce modèle parce que le jour où vous touchez aux aides de la CAF, je vous garantis que le même jour, à la même minute quasiment, vous aurez des révolutions, vous aurez de la révolution pour le coup. Cette fois-ci, le jour où un politicien, parce que je pense que les Français et les politiques ont bien compris cela. Bref, donc pour l'instant, on va dire que ce modèle, il reste en place. Ils ont compris ça, de ne pas toucher ce modèle-là, parce qu'ils savent que le jour où le toucheront, ils vont sauter tout de suite et il y aura une révolution. Donc, il faut continuer à lurer les Français dans une forme d'hypnose que l'État va bien, alors que ce n'est pas le cas. Toujours est-il que, bref, on admet que ce modèle reste en place. Mais maintenant, ce modèle reste en place, il va falloir forcément trouver de l'argent ailleurs. Et trouver de l'argent ailleurs, vous ne pourrez pas aujourd'hui continuer avec des prélèvements intensifs et toujours très très élevés à tous les niveaux. Donc, vous devez forcément toucher quelque part. Et la TVA, pour moi, est l'un des secteurs sur lesquels le politique doit se sacrifier pour le coup. Donc, supprimer la TVA. Maintenant, forcément faire des économies. Si on supprime la TVA, ce qui veut dire que l'État aura donc une entrée d'argent, un budget conséquent, et il faudra donc allouer cet argent dans un mécanisme qui ferait que les dépenses publiques également soient allégées. Je vous ai déjà dit, plus de 500 députés, c'est pas logique, c'est pas soutenable. Et en plus de ça, le cumul des mandats, le Premier ministre, Bayrou, vous voyez bien. Bref, il n'est pas le seul, mais c'est toute une caste politique comme ça que l'on retrouve d'année en année, de présidence en présidence, que ce soit la présidence, depuis même De Gaulle, hein, enfin bref, mais sauf qu'aujourd'hui, la mondialisation une fois de plus, je pense que vous vous rendez pas compte, mais ce qui est vraiment en train de tuer la France, c'est que le monde est global en fait. La France n'est plus. Vous regardez on prend la France à l'échelle mondiale, c'est un tout petit pays. Alors quand il dit tout petit pays, qu'on se comprenne bien, c'est pas une insulte, c'est pour dire que dans l'aspect financier et des opportunités, les gens aujourd'hui ont les moyens et la capacité d'aller ailleurs pour se chercher une vie en Thaïlande, tout ce que vous voulez, dans le sud global, hein, quelque part, et même aux États-Unis pour certains. Donc contrairement avant où quand même il y avait moins de ce genre de déplacement, et parce que aussi la France avait les moyens de sa politique. En Afrique par exemple, une certaine souveraineté, le franc CFA ou le financement auprès de la Banque de France. Bref, ça c'est des choses que l'État aussi n'a jamais expliqué aux citoyens français de base en fait, d'où venait une partie de l'argent de la France de certains financements. Sauf que vous rajoutez à ça donc la globalisation et l'immigration aussi. Bien sûr, quand je parle de l'immigration, il y a quelque chose à faire, mais dans une méthode de résolution des problèmes, pas simplement dire oui, les immigrés viennent et ils vont manger le pain des Français, comme disait François Copé. Ça n'arrange en rien, et c'est même c'est même très très néfaste et pas réaliste en fait sur la situation en France. Certains politiciens ont compris ça et en font le fond de caisse, mais si on veut rester sérieux, c'est que la dépense publique de l'État doit être réduite. La suppression de la TVA, bien évidemment, et la mise sur pied d'une politique qui fera en sorte que les entrepreneurs en particulier soient allégés au niveau des prélèvements, des taxes et de la création des entreprises, l'augmentation donc des salaires en entreprise, parce que quand vous regardez bien la différence entre votre brut et votre net,
Il y a quasiment plus de 50%. Et aussi pour l'employeur qui a payé cet argent, en fait, cette cotisation, quel que soit ce que vous touchez en général, l'employeur a dû payer 2 fois à l'État. Et vous également, l'État vient vous prélever. Donc, vous voyez bien que c'est pas soutenable. Bref, continuons quand même écoutons quelques réactions de Mélenchon avant de terminer là-dessus. Il y a quelque chose que je comprends pas après. Ouais. C'est comment, en imposant les plus grandes fortunes, vous augmentez le salaire de Nicolas et des autres, parce que c'est ça. C'est pas. Attendez. Ah oui, mais c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Bien. Alors on va prendre par un autre bout. Si on prend un salarié qui a un salaire brut de 100, il coûte 142 à sa boîte et lui il touche 77. En Allemagne, ce même salarié qui a 100 brut, il coûte 119 à sa boîte et il touche 82. Bon. À un moment donné, vous nous parlez toujours comment on va approvisionner la caisse et chez qui il faut aller prendre pour approvisionner la caisse. Mais vous nous parlez jamais, monsieur Mélenchon, comment on fait pour qu'il y en sorte moins de la caisse. Alors, parce que c'est très bien dit, hein. Enfin, en tout cas, bonne remarque. Là, la technique de Mélenchon, je pense que vous avez déjà bien compris ça. Taper sur les plus riches, pointer du doigt les plus riches, et pour que les plus pauvres ou une certaine partie de la classe moyenne se trouvent rassurés. Ça ne marchera pas, les amis, parce que les plus riches, en fait, vous ne pourrez pas les toucher, ils sont intouchables. D'accord, pour plusieurs raisons, notamment la défiscalisation, l'optimisation fiscale et bref, tout le reste. Ils peuvent échapper aux lois de l'État. L'État également n'a de puissance que sur vous et moi. Donc, l'appareil étatif ne peut pas s'exercer de la même manière sur ces plus riches-là que sur vous et moi, et de manière générale, alors que nous constituons, vous et moi, cette classe moyenne, en fait. Donc, ça ne marchera pas. De plus, la réduction de la dépense publique. Tout dans Mélenchon, effectivement, c'est dit, comme je viens de vous répéter, prendre sur les plus riches et donc financer le train de vie de l'État, enfin de renflouer les caisses de l'État. Sauf que en aucun cas il nous dit aussi comment est-ce que l'État doit réduire cette dépense publique. Et je vous ai déjà expliqué comment est-ce que l'État pourrait réduire cette dépense publique, d'accord. Et si déjà on s'attache à mettre véritablement ces politiques, ces actions en place, il y aurait beaucoup à gagner pour tout le monde, pour tout un chacun. Sauf que ça, c'est pas ce qui est fait en fait depuis des années. Le problème aujourd'hui, vous voyez bien que quand on parle aujourd'hui du déclassement de la France, c'est quelque chose qui a commencé à minima 30 ans. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est simplement on atteint un niveau, un palier encore beaucoup plus critique. Et c'est inquiétant pour le coup. Je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 heures du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, eh ben ils en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Alors, pas tous, évidemment. Donc, il a précisé le chroniqueur derrière. Bien évidemment que c'est pas toutes les personnes qui touchent aux aides sociales qui trichent quelque part. Sauf que le problème, c'est que quand vous avez toute une conjecture, pour les raisons que je viens de vous citer, voilà, dépenses publiques de l'État à tout bout de champ, les mêmes politiques qui sont toujours aux manettes, et les scandales derrière, le cumul des mandats, la TVA, le prélèvement à la source, et en plus d'autres prélèvements et taxes, même. Là, il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit jusqu'ici, c'est que, et qui n'a pas été soulevé là, c'est que ce qui répugne au plus haut point aujourd'hui, parce que en soi, payer des taxes en France, on s'est toujours vu imposer, ça n'avait pas dérangé jusqu'ici l'ensemble de la majorité, sauf que de plus en plus cela devient gênant et criant jusqu'au point où on en est maintenant à avoir ce genre de débat incisif. C'est que le vivre ensemble, la vision dans laquelle la France va, les gens n'ont plus en fait confiance, non plus espoir en la France en fait. Quand vous regardez la France aujourd'hui, si vous vivez en France, et d'une certaine manière, un peu l'Union européenne, mais restons en France pour le coup, vous voyez bien que lorsque je vous dis
quel sera le visage de la France sur tous les plans, hein, économique, social, culturel, tout ce que vous souhaitez dans les 10 prochaines années à venir, à minima, hein, j'en parle même pas des 20 prochaines années. Vous voyez bien que vous êtes dans le pessimisme, en fait. Et ce qui se comprend, soit. Et vous rajoutez à ça le fait qu'au quotidien, votre quotidien est devenu de plus en plus invivable par les taxes à tous les niveaux de l'État, de la part de l'État. Et en plus de ça, vous constatez que vous avez des connaissances un peu ailleurs, dans le sud global, en Thaïlande, en Suisse même, enfin pour rester un tout petit peu proche géographiquement, qui s'en sortent. Vous ne pouvez pas rester en fait là et ne rien faire. Donc voilà les raisons pour lesquelles la plupart des gens s'expatrient, ils partent en fait au Canada, tout ce que vous voulez, parce que la situation devient de plus en plus invivable également en France, quoi. Les transports publics, bref, tout ce qui est vraiment en fait du public, de ce que l'État, de la promesse étatique, du contrat social est en train de se déchirer. C'est ça aussi qui fait que, alors c'est une masse globale. C'est pour toutes ces raisons-là que les Français deviennent de plus en plus très très pessimistes sur l'avenir de la France et sur la manière dont l'État dépense son argent. Parce que quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Écoutez, franchement. Alors attendez, répondez. Non, je m'excuse. Le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Non, mais tout le monde est d'accord, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, alors la réponse sur le coût salarial. Oui, non. Essayez de répondre quand même. Non, il dit trop de dépenses sociales, c'est ce que dit Didier. Voilà. Lesquelles? Allez-y, dites quelles sont les dépenses sociales qui sont de trop. Vous n'êtes pas malade, j'espère. Non, mais vous avez pris trop de cachets. Non, mais c'est bon, quoi. Je suis pas d'accord avec vous. Attendez, j'ai même pas le temps de répondre. Allez-y, monsieur Mélenchon. Alors, laissez-moi répondre à ce que vous dites. Allez-y. D'abord, arrêtez de jouer le numéro de « Ah, l'Allemagne, c'est formidable, ils bossent, ils sont sérieux ». Tout ça, c'est pas vrai. Il y a autant de pauvreté de plus en Allemagne qu'il y en a ici. Il y a autant... Bon, moi, personnellement, j'en veux pas forcément le modèle allemand. Quoique, il faudrait quand même s'en inspirer à certains égards sur la manière dont, je prends par exemple les plus jeunes, la manière dont les plus jeunes sont incités rapidement à travailler, à occuper des postes en entreprise. Surtout qu'en France, quand on parle de la question des retraites, l'augmentation de l'âge de la retraite, ça pose un problème pour la France parce que on entre dans le travail de plus en plus très très tard. Alors qu'en Allemagne, je pense qu'à certains égards, il faudrait s'en inspirer. En France, tout particulièrement, il y a toujours ce côté élitiste d'aller faire les classes préparatoires scientifiques, aller en école d'ingénieur, faire bac+1, bref, rentrer dans le domaine parce que c'est bien vu et parce que ça flatte aussi une certaine forme. Ce sont des éléments en fait qui font partie de la culture française, qui vont véritablement prendre du temps avant d'être changés. Mais si on veut avancer et être pragmatique, compte tenu des enjeux d'avenir, de la retraite, de la question de l'âge moyen pour aller en retraite, il faudrait se poser des questions sur la manière dont également les plus jeunes puissent être accompagnés dans la vie active. Et ça, je pense que dans ce débat, ils n'en parlent pas de ça. Mais Mélenchon en général aussi, jusqu'ici, peut-être je me trompe, mettez en commentaire en tout cas votre vision là-dessus, de ce qu'il en a pu dire. Mais j'ai pas souvenir qu'il en fait souvent état de cette situation dans ses interventions. D'emplois qui ont été détruits. L'industrie allemande est complètement plantée. Ils passent leur temps à essayer de nous piquer nos propres parts de marché. Et d'une. Et de deux. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est en prenant aux plus riches qu'on va augmenter les salaires, quoi qu'il faille augmenter les salaires. Je suis en train de vous dire que c'est en cessant de donner à ceux qui ont déjà et en cessant de réduire la part de la charge de l'État sur les plus riches que l'on peut remplir la caisse. Mais fondamentalement, on la remplit, monsieur, non pas en coupant dans les dépenses publiques, mais en augmentant l'activité du pays. Parce que c'est ça qui donne des résultats, de l'emploi. Donc il faut être plus nombreux à travailler. La consommation populaire, c'est... Moi, je ne fais qu'entendre des propositions. Enfin, il n'y a pas de... Enfin, non, pas des propositions, des énonciations, mais là, il n'y a pas de proposition réellement. Il n'y a pas...
comment on fait pour en arriver? Il y a plutôt, on va faire ça, et même dans des énonciations, il y a des choses à débattre. Parce que là, on ne parle pas. Alors, je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que la répartition dans ce pays pose un problème. Oui, il y a un problème de répartition. D'autres économistes, Thomas Piketty et bien d'autres, enfin, il n'est pas le seul, ont déjà pointé du doigt ce problème-là. Je vous renvoie à des écrits beaucoup plus pointus. Mais globalement, donc dans la répartition, il n'y a pas assez. Alors, il y a deux choses. Il y a la répartition donc des aides sociales, mais également aussi la répartition de la charge. La répartition de la charge, on en a déjà parlé puisqu'on faisait référence au fait que c'était les classes sociales, ce qui reposait toute l'entièreté du système. Voilà. Maintenant, dans la répartition, donc quelque part dans la compensation et dans le fait d'aider les personnes en difficulté, il n'y a pas également cette bonne répartition parce que tout simplement, lorsque vous prenez les députés et les hommes politiques, en termes de répartition et de ce que l'on constate surtout, on voit bien que ces personnes sont quasiment font partie d'une classe à part, d'accord, d'une classe à part, d'une caste, d'accord. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ces mêmes personnes-là veulent venir nous expliquer comment est-ce qu'on va repartir le même argent que l'on voudrait autour des Français. Je pense que là, il y a matière à débattre et à s'interroger lorsqu'ils parlent de répartition, mais ils n'expliquent pas vraiment comment est-ce que cela doit se faire, sur qui on devrait repartir exactement l'argent de l'État. Tout cela, ce sont des sujets qui, bon, après peut-être le format ne le permettait pas de creuser la question jusqu'au bout, mais même lorsqu'il y a des débats présidentiels, à l'approche des présidentielles, vous ne voyez pas concrètement un candidat apporter de vraies solutions là-dessus. Après, vous allez me dire que les gens, la plupart des Français ne votent pas pour des programmes politiques. On voit bien que si le président actuel Emmanuel Macron est là, c'est parce que certaines personnes n'ont pas, on fait simplement confiance au fait que c'est un bel homme, il parle bien, il présente bien. La plupart du temps, c'est pour des raisons comme ça que les gens votent. Les gens ne votent pas pour, la plupart ne lisent même pas les programmes. Et c'est dommage parce que après, une fois au pouvoir, ils viennent se plaindre, ouais, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, etc. Ben, c'est toi qui as voté, évidemment. Donc, et j'irais même plus loin. S'il y avait un troisième mandat et si c'était possible pour Macron de se représenter, nous sommes actuellement à 2 ans des présidentielles. Je suis quasiment sûr que quand on regarde le paysage politique français à l'heure actuelle, Macron serait passé. C'est aberrant même quand je prononce cette phrase-là. Pour moi, c'est quelque chose de lunaire. Mais compte tenu de la mentalité des Français, si je vous garantis que là, donc à 2 ans des présidentielles, hypothétiquement, s'il y avait une possibilité pour Emmanuel Macron de se représenter, je vous garantis que les Français iraient voter encore pour lui. C'est lunaire, mais c'est parce que dans ce pays, effectivement, les gens se plaignent, mais ne passent jamais à l'action et ne sont pas. Il y a une forme en fait de schizophrénie de ne pas aller jusqu'au bout de la chose. On se plaint là parce que actuellement, ça fait beau évidemment de cracher quelque part sur lui, sur le président actuel. Et ces mêmes personnes qui crachent sur lui sont les mêmes personnes qui ont voté pour lui, qui ont revoté pour lui et qui potentiellement pourraient revoter, enfin s'il y avait un troisième mandat, parce que quand vous regardez le paysage actuel, à gauche, à droite, au centre, chez les Républicains, il n'y a pas en fait, pour moi, malgré un certain nombre de figures politiques assez intéressantes dans leur discours, mais quand il s'agit de parler de la question présidentielle, de se représenter, c'est quelque chose de différent. Il y a tout l'aspect médiatique, façonnement des idées, des opinions, et les gens sont beaucoup influençables là-dessus en fait. Et au final, c'est ce qui dicte de plus en plus depuis des années belle durée déjà la décision, le choix du candidat à l'élection présidentielle. On va s'arrêter là, écoutons peut-être une dernière intervention et puis on va mettre fin à cette réaction. C'est 53% de la richesse de ce pays. Par conséquent, si vous étranglez les gens, eh bien, en les étranglant, vous diminuez la capacité du pays. Donc, attendez, il faut faire du net par rapport à leur brut. Attendez, attendez, je vais venir sur le net et le brut, parce que ça, c'est vraiment des contes de magiciens. Ça, c'est vrai. Donc, je termine. Mais non, c'est pas vrai. Sur la fiche de salaire, on voit bien une grande différence entre le brut et le net. Bah oui. Voilà. Eh bien, écoutez, elle est souvent laissez-moi terminer ma phrase. Très incompréhensible.
le brut et le net est votre comédie habituelle. Bon, après c'est du Mélenchon, voilà, on connaît très bien le personnage, mais toujours est-il que dans le fond, il y a une vraie différence. Je vous dis, quel que soit votre salaire, généralement, donc si vous touchez X, sachez que votre employeur a versé quasiment 2X à l'État. Donc déjà cet employeur et généralement pour un petit patron c'est très très lourd pour lui, et en plus de ça donc l'État prélève beaucoup bien sûr sur son compte, mais également ce même État vient encore sur votre part X vous prélever quand même quoi. Commence. Oui. Allez-y. Je commence d'abord c'est pas de la comédie le brut et le net. On arrive à finir une phrase. Allez-y, parce qu'après, il faut faire la pub. C'est l'argent qui rentre pour nous. Pub, alors, on fait la pub et ensuite on va s'arrêter là. Je pense que vous avez compris globalement de quoi il s'agissait et de la manière dont moi je perçois les choses. Mettez en commentaire votre avis, vos réactions, vos remarques. Peu importe, on n'est peut-être pas d'accord sur tout. L'idée n'est pas d'être d'accord sur tout, bien évidemment, mais c'est de pouvoir contribuer aux réflexions et vous donner en fait une dimension très très critique, sans biais, ou en tout cas avec très peu de biais, et de prendre vraiment le recul sur la situation dont la France actuellement est en train d'avancer, et l'avenir tout simplement de vous et moi, vos enfants, votre famille, vos proches. Voilà. Mais si les amis, on s'abonne, on like et on partage, et je vous dis au revoir et à la prochaine.